Bonjour, je suis Cédric Bonin, je suis producteur de films, principalement de documentaires, dans une société basée à Strasbourg qui s'appelle Sepia. Et ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça, et une vingtaine d'années aussi que je suis arrivé en Alsace, puisque je suis né à Dijon, après j'ai grandi à Valence dans la vallée de la Drôme, et après j'ai un peu vadrouillé, et j'ai aussi vécu un petit peu en Allemagne. Donc je parle l'allemand, le français, l'anglais, et je me suis installé dans cette capitale européenne qu'est Strasbourg. Alors, ce qui m'a amené vers le cinéma, c'était quand j'étais en classe de troisième. J'avais un prof d'histoire géo qui était assez génial et qui nous avait demandé de faire un mémoire sur un sujet qui nous plaisait, qui était le sujet qu'on voulait. Et en fait, moi, j'aimais bien aller au cinéma. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais faire un mémoire sur le cinéma. Et donc, j'ai commencé à me plonger dans l'histoire du cinéma en lisant des livres et d'autres choses. Et du coup, j'ai découvert que il y avait une montagne de films que je n'avais pas vus et qu'il fallait absolument que je voie. Donc j'ai commencé à voir plus de films, à voir d'autres choses. Et finalement, de fil en aiguille, j'avais fait une petite option cinéma au lycée. Enfin voilà, donc ça, on va dire, il a déclenché chez moi vraiment de façon plus consciente et plus active ma passion pour le cinéma. Donc j'ai, depuis quasiment l'âge de 15 ans, j'avais envie de travailler dans le cinéma. Voilà. Qui m'a amené en Alsace, c'est quand j'étais à l'époque, je devais encore faire le service militaire, mais je voulais pas le faire, et donc j'avais postulé au ministère des Affaires étrangères pour travailler du coup dans une ambassade ou un institut à l'étranger. Et en fait, j'ai été recruté à l'Institut français de Karlsruhe, donc en Allemagne, à 80 km de Strasbourg. Et de là, de fil en aiguille, j'ai connu une Alsacienne, et donc j'ai cherché à revenir en Alsace. Et Sepia était une société qui se créait, une société de production. Moi, j'avais quand même déjà un peu d'expérience en production audiovisuelle, télé, documentaire, etc. Et donc, voilà, ils avaient besoin finalement de quelqu'un. Et notamment, Sepia, il y avait un peu on va dire, dès le départ, un ADN, on va dire, européen, franco-allemand. Et comme moi, je parlais l'allemand, bah, les choses enfin, on est vite devenus, on a vite collaboré ensemble, et je suis rapidement devenu associé également de Sepia. Et Sepia, on est à peu près, je pense, une dizaine une grosse dizaine de sociétés de production installées en Alsace, principalement à Strasbourg. Il y en a quelques-unes, mais vraiment, après, c'est des plus petites sociétés, mais qui sont, quand je dis sociétés de production, c'est-à-dire que on travaille avec la télévision pour le cinéma, et on a un statut de producteur délégué, c'est-à-dire qu'on est les responsables légaux et financiers des films. On n'est pas dans des films de commande qui sont des fois, parce qu'après il y a plein de petites boîtes indépendantes qui font des films de commande pour des entreprises, des marques, des institutions. Nous, quand on produit un documentaire, on trouve l'idée, on acquiert les droits de cette idée ou de ce concept de film. On va le vendre à des chaînes de télévision, à des distributeurs de cinéma, à des éditeurs de DVD, de VOD, à des plateformes aujourd'hui comme, j'en sais rien, Netflix ou Disney et autres, mais on garde les droits en quelque sorte sur l'œuvre, on les vend à plusieurs personnes, y compris à l'étranger. On peut les vendre, voilà, et à des vendeurs internationaux aussi. Et donc nous, on reste finalement, grâce à ça, on crée des œuvres de patrimoine qui font partie du patrimoine de la société, et qui rentrent dans notre catalogue et qui nous appartiennent. Voilà. Et en fait, il n'y a qu'une dizaine de sociétés en Alsace qui font ça, parce que c'est quand même, on va dire, le monde de la production audiovisuelle et cinéma est quand même ultra concentré à Paris. Je pense que c'est genre, alors je sais pas le chiffre exact, mais c'est 94 ou 95% des sociétés de production déléguées sont basées à Paris ou en région parisienne. Et voilà, on n'est pas très nombreux finalement dans le reste de la France à faire ça. Après, Strasbourg est un endroit un peu particulier, peut-être à la différence d'autres régions, c'est qu'ici on a le siège d'Arte. On a les institutions européennes, donc le Parlement européen, la Cour des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, etc. Et on a aussi une grosse unité régionale de France 3.
Et donc, ça a créé, en fait, ces différentes, on va dire, institutions ou entreprises sont des donneurs d'ordre pour des sociétés comme les nôtres et voilà, et permettent de créer un bassin d'intermittents du spectacle, disons, compétents dans le monde de l'audiovisuel, qui est, je pense, plus important que dans d'autres villes de France. Et puis derrière, il y a une politique aussi de la part de la région Grand Est, enfin de la région Alsace, puis région Grand Est, Eurométropole aussi, qui ont l'Eurométropole de Strasbourg aussi, oui, favorise en fait la production audiovisuelle en aidant les films comme les nôtres, enfin ceux qu'on produit. Et donc c'est vrai qu'il y a, je pense, c'est une région où il y en a un peu plus que à d'autres endroits en effet, grâce à cet écosystème favorable à une production indépendante. Voilà. La proximité de l'Allemagne, ça peut jouer, la proximité de la Suisse aussi un petit peu. Donc c'est vrai que tout ça fait que c'est sur des, il y a cette, ouais, il y a à peu près, je crois, 1000 intermittents ou un peu plus même du spectacle qui bossent dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Alors je sais pas si c'est Strasbourg ou Alsace, voilà, mais on va dire c'est plus que, j'en sais rien, à Clermont-Ferrand ou à Brest en quelque sorte, voilà. Mais c'est lié aussi et à la dimension transfrontalière et à toutes ces institutions dont Arte qui sont là, ouais, exactement. Moi, ce que j'aime bien, enfin une des choses qui m'ont plu à Strasbourg, c'est que finalement en ayant cette expérience de travail à l'étranger, d'abord à l'Institut français de Karlsruhe, puis j'ai trouvé un autre travail à l'école du cinéma du Bade-Wurtemberg en lien avec la FEMIS, qui est donc la grande école de cinéma parisienne. Et il y avait un programme, on va dire, européen qu'il fallait mettre en place et donc que j'ai contribué à mettre en place, un programme de post-diplôme. Voilà. Et c'est vrai que j'ai vécu 2 ans et demi en Allemagne sur ces différentes missions. Et pour moi, l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est assez pareil et assez différent avec les Allemands. Et au départ, même, j'avais postulé, j'aurais pu partir n'importe où dans le monde, en Afrique, en Asie, j'avais passé des entretiens pour différents postes. Finalement, je me suis retrouvé à 80 km, même pas. Karlsruhe, c'est 40 km de la frontière française. Et en fait, cette expérience je sais pas comment dire, de décentrement quelque part par rapport à ce que je pouvais être en tant que Français, parce que par contre, on va dire, mes parents sont tous les deux français, et mes grands-parents, voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que je pense peut-être si on va plus loin, évidemment, il y a, on vit une expérience de dépaysement si on va en Asie ou en Afrique ou autre, mais peut-être que on vit un peu moins la comparaison avec son propre pays. Je pense que finalement avec les Allemands, on a quand même un certain nombre de valeurs, de cultures, qui sont finalement propres à l'Europe de l'Ouest. Hein. Je pense que si jamais j'avais été en Italie ou en Belgique ou en Hollande, j'aurais aussi eu peut-être ce sentiment-là. Mais on a vraiment quelque chose d'assez commun avec les Allemands. Et en même temps, on a plein de petits détails de la vie quotidienne, du rapport au travail, à la famille, aux amis, à plein de choses qui sont différents. Et du coup, pour moi, ça a été un décentrement hyper intéressant parce que ça m'a montré un peu peut-être ce qu'était la France. Et en arrivant à Strasbourg, d'ailleurs, la première fois que je suis venu à Strasbourg, je suis venu vivant en Allemagne avec mes colocataires qui étaient allemands. Et quand j'arrivais à Strasbourg, j'avais jamais mis les pieds à Strasbourg. Pour moi, c'était pas une ville française. C'était autre chose. C'était une ville, je sais pas, alors j'avais même pas trop été aller à Vienne ou en Hongrie ou je sais pas où, enfin voilà. Mais bon, plus tard, j'ai compris que ça, pour moi, il y avait un côté Mitteleuropa, comme on dit, voilà, c'est Europe centrale, on va dire, à Strasbourg, et que c'est un peu différent et qu'il y a cette influence, on va dire, germanique, ou qu'on peut retrouver dans l'ancien empire austro-hongrois, voilà. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et en revenant, j'aime bien aussi, en arrivant ici, j'ai beaucoup aimé la dimension européenne de Strasbourg avec ses institutions, etc. Et donc, j'ai découvert tout ça et ça m'a plu parce que je trouve que la France souffre énormément de son centralisme.
d'une image très héritée voilà, de la ville des Lumières, de Paris, d'une grande nation avec des colonies, effectivement, et que aujourd'hui, en fait, le monde est en train de bouger et quelque part, les Français sont trop centrés sur eux-mêmes, trop centrés sur et quand je reviens moi dans le sud, dans ma famille ou autre, je les trouve trop franchouillards, quoi. Et j'aime en fait cette idée qu'ici, finalement, on est à cheval sur une frontière et que finalement, on regarde les choses et on regarde son propre pays différemment. Et que, voilà, sur, j'en sais rien, rien que la décentralisation, parce que je disais, c'est trop centralisé en France, et puis, je sais pas, il y a des choses qui sont un peu sclérosées, liées à peut-être à trop d'histoire, ou au fait qu'on est trop français, voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert tout ça, et après, au fur et à mesure, j'ai découvert aussi ce qu'était l'Alsace, et l'histoire de l'Alsace, et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, hein. C'est vrai que, donc, comme j'expliquais, j'étais venu en Alsace en rencontrant aussi une Alsacienne qui, donc, elle était de famille où on parlait le dialecte, etc. Donc, j'ai aussi découvert, parce que quand on vit en France de l'intérieur, comme on dit, on ne sait pas. Moi, en grandissant à Valence, j'avais pas de notion que, en fait, à Strasbourg et dans le reste de l'Alsace, on parlait un dialecte qui est un dialecte germanique et que moi, du coup, dans la sonorité, parlant l'allemand, j'arrive à comprendre, peut-être pas à 50%, mais 30-40%, j'en perçois des choses, notamment dans des assez simples de la vie quotidienne. Ça dépend aussi de quel accent alsacien on parle. Ceux qui sont peut-être plus du nord et qui sont plus proches de l'allemand sont plus faciles pour moi à comprendre que d'autres, voilà. Mais j'ai vraiment découvert cette histoire de l'Alsace par une famille alsacienne qui m'a accueilli quelque part et de façon assez personnelle avec effectivement toute la problématique de l'entrepreneur. L'autre chose que j'ai découvert aussi, que moi je n'avais pas du tout conscience, c'est qu'en fait quand on grandit en France, on apprend la Deuxième Guerre mondiale. Et on apprend quand, je sais plus, 40 ou 40, ouais, voilà, l'Alsace est annexée. Mais comme l'Alsace est annexée, on ne dit pas à un petit Français de la France de l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire une Alsace annexée? On n'explique pas. On n'a aucune idée. C'est-à-dire que l'histoire de l'Alsace sort de l'histoire de France. Et ce qui est compliqué ou pas, enfin je sais pas qui fait les programmes et pourquoi on fait ça, mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai redécouvert j'ai découvert ici ce que c'était que l'histoire un peu de l'annexion, la dimension, changer les noms des rues, des gens, l'interdiction de parler le français, etc. Enfin et ensuite effectivement toute l'histoire des malgré nous, donc de l'incorporation de force, et j'ai été effectivement assez fasciné quelque part par ce dilemme moral dans lequel se sont retrouvés les Alsaciens, enfin un certain nombre d'Alsaciens. Il y avait peut-être après, si on va dans le détail, il y en avait peut-être qui n'étaient pas forcément contre le fait d'être en Allemagne, mais ça c'est encore des nuances à trouver. Mais en tout cas, il y a quand même cette région qui a subi un sort et voilà. Et en fait comme l'histoire de la résistance en France, en fait, on dit que tous les Français étaient résistants et c'est le grand récit national qu'on fait sur l'après-guerre, etc. En fait, les résistants, ils étaient 1 million, c'était principalement des communistes ou des gens, enfin voilà, et qu'en fait, il y avait quand même énormément de Français qui étaient des collabos et qui, en fait, étaient très favorables au gouvernement de Vichy et tout. Donc, enfin, et ça, c'est trop, enfin, pareil, on fait pas ce récit national et l'Alsace, là, cette région qui était un peu là, voilà. Donc ça m'a beaucoup intéressé et il se trouve que j'ai eu la chance en tant que producteur de documentaires de pouvoir effectivement aborder ces questions-là dans des documentaires et donc de plonger un peu dans la complexité parce que c'est très complexe en fait et que ça m'a assez passionné d'essayer de comprendre les différents cas qu'il pouvait y avoir effectivement de résistance ou pas à cette annexion qu'a vécu l'Alsace et puis ensuite comment on en sort de cette annexion, comment ensuite on redevient une région française,
avec ses difficultés aussi. Et tout ça, je trouve ça assez passionnant, en fait, quoi, voilà. Et ça me convient dans le sens où moi, je trouve qu'on est trop franco-français par moment et qu'en fait, ici, on a du mal des fois, peut-être enfin, où, voilà, il y a un rapport à la France très particulier qui est pas le mien, mais qui m'intéresse parce que moi, quelque part, j'arrive aussi à trouver une forme de position un peu différente par rapport à ce que je ressens, moi, de la France, quoi, voilà. Moi, je suis plus européen que français, en fait, voilà. Même si... de fait, je suis français, mais on va dire, je me sens plus une âme d'Européen qu'une âme de Français. Je pense que je l'étais avant, de conviction européen quelque part, mais c'est vrai que ça m'a quand même... l'expérience de l'Allemagne et l'expérience de l'Alsace m'a conforté dans mes convictions, effectivement, européennes, et qu'on n'a pas assez d'Europe aujourd'hui, voilà, et que la France peut pas s'en sortir toute seule, l'Allemagne non plus, et qu'il n'y a que dans une forme d'union qu'on essaye de bâtir, qui est complexe à bâtir aussi, qu'on peut réussir à tirer notre épingle du jeu dans la mondialisation qu'on vit aujourd'hui, voilà, et il faut réussir à en faire plus, voilà. Je pense que c'est très compliqué d'avoir vécu ce que les Alsaciens ont vécu, en tout cas pour ceux qui ont vécu, et même c'est vrai que moi j'étais surpris, je savais pas, mais qu'effectivement jusqu'en 1918 les Alsaciens parlaient l'allemand, en fait, hein, ils parlaient, puisque c'était aussi une autre nation, enfin ils étaient allemands avant, jusqu'en de 1870 jusqu'à 1918, et que donc par exemple ouais, les grands-mères, quand moi je suis arrivé en Alsace, les grands-mères, leur langue maternelle c'était l'allemand et l'alsacien, ou peut-être l'alsacien et l'allemand. Mais du coup, le français était une langue étrangère pour eux et difficile à parler. Et donc, après avoir vécu, et après, donc, ayant traversé tout ça, je pense que c'est pas simple d'avoir, pour les Alsaciens, d'avoir peut-être une distance à ça. Et c'est vrai que même sur la question du dialecte, je pense qu'on le parle, mais on le parle en Alsace, on le parle en famille, on le parle, et un peu au marché, avec les commerçants, avec les choses. Mais c'est vrai que il y a quelques endroits où on essaye de faire perdurer cette langue alsacienne sous forme enfin, disons, avec sa culture, ce qu'elle véhicule en termes culturels, mais que comme il y a un peu en Alsace cette, peut-être, je dirais, ouais, honte quelque part d'avoir à un moment donné été annexé, d'avoir été un peu peut-être abandonné par la France aussi sur ça, et d'avoir ensuite subi l'incorporation de force, et donc d'avoir eu d'avoir vécu des drames des drames. Si, quelque part, d'avoir vécu un drame comme le procès de Bordeaux, qui est lié aux Alsaciens incorporés de force au moment du crime de Radour-sur-Glane commis par l'armée nazie, et dans cette, au moment, dans l'armée, dans la division SS qui a commis les crimes, il y avait des Alsaciens qui étaient dedans et qui étaient dont on sait qu'ils avaient été incorporés de force pour l'essentiel. Il n'y en avait qu'un, je crois, qui était involontaire. Et donc, voilà, il y a une espèce et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, cette histoire du procès de Bordeaux et du crime de Radour-sur-Glane, c'est quelque chose d'assez fondateur, à mon avis, dans l'inconscient collectif de l'Alsace, quelque part, il vaut mieux plus en parler, et mettre un peu ça sous le tapis, parce que voilà, et finalement c'est vrai que les gens qui étaient à Oradour-sur-Glane, les Alsaciens, on leur a demandé de plus jamais parler, et il y a une forme de silence peut-être dans laquelle l'Alsace, alors peut-être pas que suite à ça, mais moi je le vois un peu comme un événement un peu clé, dans lequel l'Alsace s'est un peu murée sur sa germanitude. C'est honteux, puisque, je veux dire, pendant longtemps en France, on a continué à parler des Boches ou machin et autres, et en fait, les Alsaciens, ils se sentaient toujours un peu semi-Boches, peut-être, face aux Français, quelque part, et en même temps,
c'est un truc fou, quoi. Moi, j'ai vu des trucs où il y a des fois ils sont pas comment dire, mais il y a plein d'Alsaciens qui aiment pas les Allemands non plus ou qui arrêtent pas de les critiquer. Et en même temps, au moment du carnaval, ils sont branchés sur la WDR ou la SVR, les chaînes de l'axe rhénan en Allemagne, pour regarder les émissions du carnaval allemand. Et ils les regardent en allemand. Et les chants à Noël, c'est des chants allemands. La charcuterie, elle est quand même... alors, moi, j'aime mieux la charcuterie alsacienne que la charcuterie allemande, mais elle est quand même d'un héritage germanique, quoi, quelque part. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a une quantité de paradoxes dans le comportement des Alsaciens qui est très compliqué, entre le fait de pas trop de revendiquer le fait d'être français, mais de pas dire on est des Français un peu différents. Et je trouve que les Corses, les Bretons, les Basques, qui sont aussi sur les bords de la France, sur les coins de la France comme l'Alsace, quelque part, ils arrivent à le faire de façon beaucoup plus véhémente et beaucoup plus presque volontaire que ce que ne font les Alsaciens, qui sont toujours un peu à pas trop vouloir revendiquer leur spécificité, qui est pour moi une richesse de la France. C'est dommage. Mais voilà, quand est-ce qu'on devient Alsacien? Ouais, c'est vrai que... c'est sûr que la question de la langue est quand même importante. Est-ce qu'on peut l'être vraiment sans parler un peu le dialecte? Je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Après, il y a plein d'Alsaciens qui sont nés ici et qui se revendiquent Alsaciens, qui ne parlent pas le dialecte aujourd'hui, ou qui ne le parlent plus, et qui l'ont entendu dans leur famille, mais les choses ont été un peu coupées après la Deuxième Guerre mondiale, et du coup, et pourtant, ils sont quand même, en effet, ils sont quand même Alsaciens, hein, mais ouais, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse là. C'est vrai que moi, il y a un concept que j'aime bien, que j'ai découvert aussi en Allemagne en y vivant, mais c'est l'idée du Heimat, donc le lieu d'où on vient, d'où on est. Enfin, voilà, je sais pas vraiment comment on peut le traduire. Il n'y a pas de traduction littérale pour ça, mais je pense que chez les Alsaciens, cette idée du Heimat, elle existe. Enfin, ce sentiment du Heimat, en tout cas, il existe. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens nés en Alsace, de familles alsaciennes, etc., qui partent pour faire carrière ou autre, etc., ou pour leurs études, et qui ensuite, voilà. Et au moment où peut-être ils ont envie de fonder famille, ils ont tendance à revenir. Enfin, j'ai un peu observé ça, je sais pas si c'est pas une grande observation sociologique, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en France, bon, il y a aussi, hein, mais peut-être de façon moins évidente, parce qu'en Allemagne, c'est vraiment lié à une région, un paysage, des traditions culinaires, peut-être des chansons, des choses, enfin, qui sont vraiment sur des territoires beaucoup plus petits, alors qu'en fait, il y a plein d'endroits en France qui n'ont comment dire, pas d'identité en quelque sorte, quoi. Voilà, là où moi j'ai grandi à Valence, dans la Drôme, bon, il y a un peu d'identité drômoise, voire d'échoise, mais c'est quand même assez diffus, et on peut pas dire que ce soit forcément très marqué. Il y a quelques régions où ça l'est plus, mais voilà, il y a plein d'endroits en France où c'est un peu on est unifié depuis beaucoup plus longtemps, quoi. Et du coup, ouais, cette question de qu'est-ce que c'est qu'être alsacien, il y a un peu cette idée, effectivement. Alors, il y a peut-être les paysages, il y a, alors, comme on disait, la langue, mais il y a aussi les plats, il y a peut-être aussi peut-être dans la manière d'être, dans les relations. C'est vrai que je pense qu'il y a quand même une forme de distance polie chez les Alsaciens, qui est pas celle que moi je connais dans le Sud, il y a beaucoup moins de distance entre les gens, mais après il y a peut-être quand même inversement une fois surtout vis-à-vis peut-être de quelqu'un comme moi qui vient de l'extérieur. De la France de l'intérieur plutôt, et je sais pas comment dire. Il y a des fois, enfin, le fait que moi je me sois intéressé à l'histoire de l'Alsace, que je sois capable à des moments, quand j'entends des gens qui parlent alsacien, de sortir 2 mots ou 3 mots d'alsacien au milieu en disant juste, j'en sais rien, c'est que ou c'est prima, ou je sais pas trop quoi, voilà. Ça l'est, ou juste, voilà, bon appétit, je fais Goethe, enfin voilà, j'ai appris des petits trucs, et ça,
il y a une espèce de fierté quand même des gens en Alsace de pouvoir, avec qui je fais ça, parce qu'ils se disent, ah tiens, c'est un Français, mais pas comme les autres, parce que finalement, il est capable de comprendre que nous, on se fait des petites politesses dans notre dialecte et que ça fait partie du truc qui est notre savoir-vivre et notre... voilà, et ça je pense que du coup, je me suis assez bien acclimaté, que j'arrive à... Enfin, il y a une confiance qui s'établit, parce que je pense que sinon, pour les Alsaciens, on revient à ça, il y a un peu cette méfiance peut-être de la part d'un Français de l'intérieur, de se retrouver à se faire traiter d'allemand ou de Boche, quoi, en quelque sorte, et que je pense qu'il y a peut-être cette forme de distance-là qui existe, alors qui est peut-être liée aussi à une manière d'être qu'on a un peu plus dans le nord de la France par rapport au sud de la France, comme effectivement on peut le retrouver en Allemagne, hein. Je veux dire, les gens de Hambourg ou de Berlin sont beaucoup plus prussiens et froids que les Bavarois qui ont une espèce de chaleur et qui ont un côté méridional en fait des Allemands, qu'on a aussi chez les Autrichiens à Vienne ou autres, qui qui ont une espèce de comme ça de bonhomie peut-être beaucoup plus que les Berlinois, qui sont des fois très droits dans leurs bottes et tout ça, etc. Et alors tout ça, c'est des grandes généralités évidemment, mais c'est des petits traits de caractère qu'on peut retrouver et qui sont peut-être liés à des histoires de climat, voilà, de paysage, d'habitude de vivre ensemble et de manière de vivre ensemble. Et je pense que voilà, le fait d'être alsacien, c'est un peu tout ça, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai vu des gens autour de moi ou autres, dont des amis dont les parents, au moment de la retraite, quittent leur région, enfin, que ce soit, je sais pas, la Lorraine, Paris ou machin autre, pour aller s'installer dans le sud, sur la Côte d'Azur ou dans ces régions du sud ou autres. Et ça, moi, ça me semble invraisemblable, en fait, d'une certaine manière. Et quelque part, pour l'instant, bah voilà, je viens d'avoir une fille qui est née ici à Strasbourg. D'ailleurs, je lui ai donné, enfin, elle a nos deux noms, parce qu'on n'est pas mariés avec la maman, mais elle a nos deux noms, et je lui ai donné le nom alsacien en premier et le mien en deuxième, en me disant que ça, au moins, quelque part, elle sera ancrée ici si elle reste ici. Et puis voilà, je trouvais ça assez sympa que ce soit aussi le nom de la maman d'abord par rapport puisque c'est possible de le faire, autant le faire. Et c'était une manière aussi de dire à ma fille, il y a pas, enfin, c'est pas parce que ça s'est fait comme ça pendant des années, voire des siècles, qu'aujourd'hui on a la possibilité de le faire autrement. Je l'ai fait autrement. Donc sens-toi libre de faire les choses différemment, voilà. Mais en attendant, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop de raison de bouger on va dire, de Strasbourg ni d'Alsace. Donc j'imagine aussi que peut-être quand j'aurai l'âge de la retraite, j'ai plein d'amis ici, j'ai plein de relations. J'aime la région, je trouve qu'on peut aller faire plein de choses en Allemagne, en Suisse, enfin je veux dire, ne serait-ce qu'on fait 100 bornes d'un côté ou de l'autre, il y a des endroits comme Karlsruhe, le ZKM, qui sont un lieu d'art exceptionnel, il y a à Bâle, c'est pareil, il y a des musées qui dépassent largement la plupart des musées parisiens en termes de niveau d'exposition et d'intérêt de ce qui est montré, ce que les Parisiens ne savent pas. Ils ont toujours l'impression de découvrir tous les artistes du monde. Et aujourd'hui, à Paris, un artiste, je crois qu'il est islandais, Olafur Eliasson, tout le monde est là, enfin, il est dans toutes les grandes institutions parisiennes. Quand j'étais à Karlsruhe, il y a 20 ans, la première grande exposition en Europe de l'Ouest de Olafur Eliasson, elle a eu lieu à Karlsruhe au ZKM. Et aujourd'hui, Paris a l'impression que c'est eux qui l'ont découvert, mais ils l'ont pas découvert. Les Allemands l'avaient, et notamment les gens de Karlsruhe l'avaient découvert avant. Donc il y a une espèce d'avant-garde et d'ouverture qu'on peut trouver ici dans la région sur le plan artistique, que je trouve hyper intéressante. Donc moi, j'imagine bien que je vois pas pourquoi j'irais me mettre dans le sud juste pour être au soleil, alors que je viens de là, hein, pourtant. Mais j'imagine pas repartir vers le sud au moment de ma retraite. Donc peut-être que j'aurai ma tombe là. Et en effet, c'est vrai que je me suis pas encore posé cette question, mais en tout cas, j'imagine bien rester ici assez longtemps encore. Ouais. Mais je pense que, par contre, en effet, les Alsaciens, ils sont de nature
des proto-européens qui peuvent quelque part justement être aussi... c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles il y a des institutions. Enfin, c'est pas exactement pour ça, mais on va dire, je trouve les institutions européennes prennent assez bien racine ici parce que il y a cette dimension, en tout cas peut-être non nationale, qui est inhérente finalement à l'histoire de l'Alsace depuis très longtemps en plus, hein, c'est vrai, qui fait qu'il y a quelque chose d'une possibilité en tout cas qu'effectivement être alsacien ce soit être européen et c'est vrai que moi j'ai fait, on parlait d'histoire aussi, j'ai fait d'autres films sur une histoire beaucoup plus ancienne de l'Alsace, sur l'histoire de la cathédrale de Strasbourg. Bon ben finalement la cathédrale, c'est une cathédrale qui a hérité du gothique français inventé, mais qui a trouvé une forme de gothique flamboyant, qui est celle qu'on commençait à faire en Allemagne, et qui est devenue le plus haut édifice du monde et une cathédrale magnifique, parce qu'elle était située dans ce couloir rhénan, avec des influences suisses, des influences allemandes et autres, et du coup ici on trouve toute cette mixité finalement culturelle et aussi un humanisme rhénan qui existait depuis longtemps, ce mélange des religions aussi qui continue à exister aussi, avec un statut des religions qui est différent ici de ce qu'on a dans le reste de la France. Donc oui, je trouve que ici il y a des choses qu'en tout cas la France de l'intérieur devrait regarder pour arriver à évoluer, à être un peu plus européen encore que ce qu'elle est actuellement. Voilà.